Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la sensibilisation, la recherche et la sauvegarde du monde végétal. Nous sommes avec le directeur des jardins botaniques de la métropole du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine. Frédéric Potts, bonjour. Bonjour Eric. Frédéric Potts, vous êtes, je le disais, directeur du jardin botanique Jean-Marie Pelt. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Ce jardin botanique Jean-Marie Pelt est une des entités des jardins botaniques, avec un S cette fois-ci, de la métropole du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine. Expliquez-nous. En fait, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est assez original au niveau national. C'est qu'effectivement, le jardin botanique est co-géré par la métropole, par le pôle culture. Donc on est vraiment considéré comme un musée vivant, puisqu'on a des fonctions et des missions de musée. Et en même temps, on a une activité de recherche assez importante en lien avec de nombreux partenaires et institutions de l'Université de Lorraine. Donc cette coopération université-métropole permet de remplir l'ensemble des missions d'un jardin botanique moderne. En même temps, sur le plan de la communication, Frédéric Potts, peut-être qu'une autre appellation moins compliquée à retenir, parce que finalement tout le monde dit le jardin botanique, les jardins botaniques. Alors pourquoi au pluriel précisément ? Eh bien, en fait, on est une entité administrative qui en fait recouvre deux jardins. Le premier jardin s'appelle Jardin botanique Jean-Marie Pelt. Où nous sommes aujourd'hui, effectivement, qui s'est appelé pendant longtemps Monté. Mais suite au décès de Jean-Marie Pelt et pour tout un tas de raisons, les deux présidents, le président Mutsenart et le président André Rossino, l'un président de l'Université de Lorraine, l'autre président de la métropole du Grand Nancy, ont décidé, pour rendre hommage à Jean-Marie Pelt, de rebaptiser ce jardin botanique Jean-Marie Pelt. Jean-Marie Pelt, bien sûr, lui, lorrain. Et puis la deuxième entité, elle se trouve dans les Vosges, au col de la Chlourte. Elle s'appelle le Jardin d'altitude du Haut-Châtelet. Donc la première entité à Villers-lès-Nancy fait 35 hectares et la deuxième entité au col de la Chlourte fait 15 hectares. Et vous êtes directeur de l'entité qui chapeaute tout ça. Exactement. Un jardin botanique, Frédéric Potts, ça sert à quoi ? Eh bien, ça remplit plusieurs fonctions. Donc, c'est effectivement le fait de rassembler dans un milieu artificiel, puisque c'est un jardin, on est obligé de l'entretenir pour que tout ça fonctionne bien. Un certain nombre de plantes. En l'occurrence, chez nous, c'est à peu près 12 000. 6 000 en extérieur, 6 000 dans les serres tropicales. Et donc pourquoi rassembler dans un jardin autant de diversité vivante ? C'est pour remplir trois missions fondamentales. La première, c'est la plus visible, c'est la sensibilisation, la formation du public, les enfants. On accueille des milliers de scolaires. Il suffit de réserver, on va sur le site internet et très facilement on peut réserver des animations. On a également tout un tas d'activités pour le grand public. Donc c'est le soir, c'est le week-end, c'est des ateliers pratiques pour apprendre à tailler, c'est des conférences sur la lutherie, le bois, le sol, etc., etc. Donc on a une première partie qui est effectivement la communication, la médiation, adultes, enfants et public singulier. On a une autre mission qui est la recherche scientifique, puisqu'on a effectivement, entre l'Université de Lorraine et d'autres institutions, on participe à beaucoup d'activités de recherche. Et puis la troisième, c'est la sauvegarde de la flore, où là, on a trois volets. Le premier volet, c'est la flore locale, c'est-à-dire sauver les fleurs en voie de disparition de Lorraine et de l'agglomération de Nancy. Ça, c'est une mission importante. Donc ça, c'est les petites fleurs locales, on va dire, pour faire simple. La deuxième, c'est la flore tropicale. Vous savez que dans les milieux tropicaux, il y a beaucoup de plantes qui disparaissent. Donc on a un certain nombre de plantes extrêmement rares, dont on a pour mission de les sauver. Et puis la troisième volet, c'est sur ce qu'on appelle les plantes horticoles, c'est-à-dire les plantes qui ont été obtenues et sélectionnées par l'homme. Et là, on a des programmes sur les fleurs,
les fleurs qui ont été créées dans l'agglomération de Metz et de Nancy, ou alors les fruits, les variétés de pommes, de poires, etc. Donc flore locale, flore tropicale et flore et plantes horticoles. Alors, en arrivant ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt, Frédéric Potts, nous avons été frappés par... alors évidemment, il y a un rayon de soleil aujourd'hui, donc ça fait du bien à tout le monde, mais par le nombre de visiteurs présents, beaucoup de gens ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt. Alors on a un site grand quand même, puisqu'à l'échelle nationale, on est dans les plus grands de France. Peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais effectivement, on a la chance à Nancy, compte tenu de la taille de la métropole et de la taille de l'université, d'avoir un jardin très très grand, avec de très grandes collections, de très grands espaces. Et effectivement, on a un parc qui est gratuit, on a 19 espaces, des plantes de montagne, des forêts, une roseraie, des plantes médicinales. Enfin, on a un patrimoine, si vous voulez, qui est très important. Et donc, effectivement, on a toute une politique visant à accueillir de plus en plus les visiteurs au jardin. Combien de personnes aujourd'hui visitent ce jardin botanique Jean-Marie Pelt? On approche les 100 000. On approche les 100 000. C'est plutôt considérable pour comparer, par exemple, aux infrastructures touristiques ou historiques. À l'échelle de la Lorraine, on est quand même on a encore beaucoup de travail, puisqu'on a en Lorraine des sites à 500 000, 600 000. Je ne vais pas les citer, mais nous, on a 100 000 visiteurs dans une agglomération de 260 000. Toutes les collections extérieures, on a des bancs, on a des chaises, on a des panneaux, on a des animations, on a un parking, on a une boutique, etc. Tout est gratuit. La seule partie payante, c'est les serres. On a des serres tropicales avec des cactus, des palmiers, des orchidées et autres. On ira bien sûr les voir. Mais l'ensemble du parc est gratuit, en libre accès. Donc on a le secret espoir un jour de faire peut-être un peu plus que 100 000 visiteurs par an. Ouais. Ces visiteurs, Frédéric Potts, est-ce qu'ils viennent aujourd'hui au jardin botanique Jean-Marie Pelt parce que c'est un jardin, on pourrait dire un parc, ou parce que c'est un jardin botanique? On peut le voir sous plusieurs aspects. Le premier, c'est les gens des environs qui l'utilisent comme un parc public. On y a installé quasiment 150 chaises, 70 bancs et des tables. Donc les gens viennent pour la contemplation, pour le repos, pour la tranquillité, le calme. Donc voilà, les gens ont cette vision-là, pour certains. D'autres, là, c'est plus des jardiniers, des botanistes, des écologues, des amoureux des plantes, donc qui viennent chez nous et qui appréhendent cette fois-ci plus la dimension botanique. Et puis on a, alors c'est sûr que ça ne représente pas un nombre important, mais compte tenu de la richesse de nos collections et des programmes scientifiques, on a quelques centaines de chercheurs internationaux qui viennent chaque année travailler à nos côtés sur l'étude de ces plantes. Alors précisément, vous disiez tout à l'heure, parmi la vocation des jardins botaniques, cette fois-ci qu'un S, puisqu'il y a évidemment le jardin botanique du Chitelet que vous évoquez tout à l'heure, et puis celui où nous sommes, Jean-Marie Pelt, vous évoquiez tout à l'heure, Frédéric Potts, la dimension recherche. En quoi consiste la recherche botanique appliquée ici à un jardin botanique comme celui Jean-Marie Pelt? Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Ce sera vraiment que quelques exemples. On a par exemple un très grand projet à l'échelle de la Lorraine sur le thème du bois. Et on a ici un secteur qui s'appelle Arboretum, avec plusieurs centaines d'arbustes et d'arbres qui sont plantés depuis 40 ans. Eh bien, en termes d'adaptation, c'est-à-dire quelle est la croissance annuelle, quelle est la taille des cernes, comment ils fleurissent, est-ce qu'ils fructifient, etc. C'est un lieu d'expérimentation, notamment dans le laboratoire nature. Exactement, c'est un véritable lieu d'observation de comment se comportent les plantes. Est-ce qu'aujourd'hui un jardin botanique, bien sûr, a une vocation de sensibilisation, vous le disiez, mais franchement, Frédéric Potts, c'est ce qu'il ne vaudrait pas mieux emmener les gens, les adultes et les enfants, ou les enfants et les adultes en forêt, un peu de sensibilité. Finalement, là, ils arrivent dans un milieu, d'ailleurs, vous l'avez dit en introduction, artificiel. Est-ce qu'aujourd'hui, un jardin botanique sert aussi à, bien précisément, faire renaître cette nécessaire sensibilité de nos concitoyens à l'environnement, à la nature? Alors, c'est pas la même. C'est à la fois des activités nature. Aller faire une promenade en forêt au plateau de Haye, c'est aller faire une promenade dans la nature. Et pour beaucoup, aller faire une promenade de 2-3 km dans le jardin, c'est une activité nature. Simplement, bien entendu, quand on est en Lorraine, eh bien, on peut peut-être voir certains oiseaux, certaines choses. Nous, on va offrir aux visiteurs une palette de toute la flore mondiale. Quand vous
promenez dans l'arboretum, vous êtes dans le secteur Amérique du Nord avec que des arbres d'Amérique du Nord, et vous êtes plongé dans un décor d'Amérique du Nord. Ensuite, vous allez dans l'Himalaya, ensuite en Chine, ensuite au Japon, ensuite vous promenez dans un verger, ensuite vous entrez dans une collection de lilas. Donc on a une palette végétale qui est beaucoup, beaucoup plus importante que la nature. Pour autant, le sens de ma question, c'est est-ce que les gens qui fréquentent le jardin botanique en sortent transformés en sortant ? On a cette vocation, et le projet qu'on a entrepris s'appelle un jardin d'expérience, c'est-à-dire de faire vivre une expérience dans le domaine sensoriel, émotionnel, affectif. Et effectivement, quand vous vous promenez au mois de mai au milieu de la roseraie quand tout est en fleurs, eh bien, on espère que les gens ne sortent pas de la roseraie dans le même état qu'ils y sont rentrés, et que à chaque fois qu'on entre dans chacun de nos 19 espaces, eh bien, on en sort un peu différent. Alors, on n'aura malheureusement pas le temps de visiter tous ces 19 espaces, mais en gros, on va quand même appréhender l'extérieur et les serres. On commence par quoi, Frédéric Potts ? Je vous propose d'aller en extérieur. Allons-y. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant Thank you very much, Monsieur Trenet. Voici les statues qui se tiennent tranquilles tout le jour des temps. Je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont Monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings, des passages cloutés, il y avait un bal qui donnait des primes verts. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut, toute rose d'émotion, elles entonnaient, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit quelle distinction, maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et elle me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit fleur de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Dans ce jardin extraordinaire, un enjeu bizarre, un agent nous dit étendez-vous sur la verte bruyère. Nous sommes toujours avec vous, Frédéric Potts, directeur des jardins botaniques, il faut tout dire, de la métropole du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine, et plus particulièrement ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy. On découvre cette fois-ci les extérieurs, on verra tout à l'heure la partie serre, et vous nous disiez, Frédéric Potts, 19 espaces, ça veut dire quoi ? En fait, on est installé dans un vallon sur les hauteurs de Villers-lès-Nancy. Et sur les 35 hectares, en fait, à peu près 3 hectares sont couverts par des pelouses sèches à orchidées, dans lesquelles on met d'ailleurs des moutons chaque année, pour entretenir les espaces. On a 3 hectares de forêt, donc de la hêtraie, la forêt sauvage, spontanée lorraine. Et puis l'ensemble du parc est divisé en 19 thématiques. Et donc effectivement, derrière les axes de circulation, on propose aux gens de s'immerger dans chacun des 19 espaces. Alors c'est effectivement un espace, on va dire semi-naturel, parce que chaque plante, chaque végétal est on voit bien soigné, son nom, son prénom, sa date de naissance. Bien sûr, ce sont les indications végétales, scientifiques. En même temps, c'est un magnifique espace. Frédéric Potts, est-ce qu'on peut dire qu'on est malgré tout dans un espace naturel ?
Alors, on a alors, je vais appeler ça un degré de naturalité. C'est-à-dire que beaucoup de jardins étaient avant des endroits extrêmement artificiels, produits chimiques, extrêmement désherbés, où la main de l'homme était très très présente. Et puis effectivement, depuis ici à Nancy une dizaine d'années, on a pris un volant beaucoup plus écologique, avec de la gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on laisse plus pousser les plantes dans les pelouses, on laisse plus de mauvaises herbes, on a arrêté les produits. Donc la nature reprend un peu plus ses droits et on a aujourd'hui une espèce d'équilibre le plus intéressant possible entre laisser faire la nature et intervenir pour entretenir les 7000 plantes différentes du parc. Ça reste aussi un espace, vous le disiez, pédagogique, de connaissances scientifiques, d'où cette approche. Alors vous parliez de ces 19 thématiques, Frédéric Potts, où sommes-nous là précisément ? Et là on est dans un secteur qui est très important pour la Lorraine, c'est le secteur des obtenteurs lorrains. Donc les obtenteurs lorrains, c'est une des grandes fiertés de notre territoire, c'est qu'on a eu de pépiniéristes qui avaient des renommées mondiales, notamment la famille Lemoine, la famille Crous, qui ont créé, entre la seconde partie du 19e siècle et le début du 20e siècle, des plantes. Ils ont hybridé, ils ont sélectionné, ils ont semé et ils ont créé des nouvelles formes de fleurs, des nouveaux parfums, des nouvelles organisations. Des nouvelles variétés, voilà, c'est comme ça qu'on dit en termes écologiques, en termes horticoles. Et ces créations, elles ont tellement réussi qu'elles ont eu une vie, et certaines d'entre elles, encore à l'échelle mondiale, sont encore aujourd'hui les plus diffusées, et notamment les lilas de Monsieur Lemoine. Oui. On les retrouve en Russie, on les retrouve en Australie, en Amérique. Avec un blanc, notamment un blanc éclatant et surprenant. Exactement, donc on est en train de déambuler au milieu des 170 lilas qui sont en collection chez nous. Il en a créé 217, la famille Lemoine, les 3 générations. Et ici, on a la chance d'avoir rassemblé, à travers un très grand travail, 170 des obtentions de la famille Lemoine. Alors là, nous sommes encore en hiver, donc évidemment, pas de feuilles, pas de fleurs. J'imagine que, mais nous reviendrons bien sûr, Frédéric Potts, ici en période de pleine floraison. Ça doit être assez surprenant. Alors je me permets de compléter. C'est effectivement entre le 20 avril et le 10 mai, vous avez donc 170 variétés multipliées par 3 pieds. Vous avez 500 lilas qui fleurissent de toutes les couleurs, de tous les parfums, de toutes les formes. Et c'est un moment assez exceptionnel. Et quand vous dites donc obtenteurs, ce sont des gens qui ont obtenu, c'est ça l'idée ? Ils ont pris des plantes différentes, ils les ont croisées, ils ont pris des pollens sur un pied mâle et les ont mis sur les stigmates du pied femelle, et ils ont créé à chaque fois des nouvelles, puisque la descendance était différente des parents, ils ont créé comme ça, ils ont sélectionné, hybridé, ils ont semé des graines. Et puis au fur et à mesure que les plantes fleurissaient, ils ont dit celle-ci, elle a un intérêt, elle est différente, elle est plus intéressante, donc on va lui donner un nom. Et c'est comme ça que la famille Lemoine a créé 217 lilas différents. Alors on connaît bien ce travail-là, notamment sur les roses, bien sûr. Ah ouais, c'est ce travail de création horticole, il existe sur toutes les plantes. Et donc ici, on est dans la collection de lilas, mais on a, à partir du mois de mai, on a les fuchsias par exemple. Et les obtenteurs lorrains ont également beaucoup travaillé sur les fuchsias. Pourquoi cette propension lorraine à créer du végétal ? Disons que c'était une période faste, puisque c'est le moment où les sciences commencent à s'organiser, la seconde partie du 19e siècle, avec des disciplines cadrées, des processus, une rigueur, etc. Et il y a eu, à l'échelle de l'Europe, quelques grands pôles. Donc, il y a des pôles en Angleterre, il y a un pôle autour de Bruxelles. Et en Lorraine, on a eu l'émergence, effectivement, de trois grandes pépinières d'envergure mondiale. Et puis, bien sûr, l'école de Nancy, j'imagine, qui a dû probablement influencer. Alors, il y avait effectivement un lien très fort entre les gens qui travaillaient dans le domaine artistique et artisanal de l'école de Nancy, et puis les créateurs de plantes qui, pour certains, sont considérés également comme des artistes. Donc il y avait énormément d'échanges entre les verriers, les ébénistes, les créateurs de plantes. Tout ça, c'était des gens qui se côtoyaient dans l'agglomération nancéenne. Le bâtiment qui ressemble fort à une chapelle, juste en face de nous, Frédéric Potts, c'est quoi ? On peut y aller ?
Eh bien, c'est qu'en fait, le jardin botanique est installé dans un domaine qui possède un château. Donc le château se trouve juste derrière, il appartient à l'Université de Lorraine. Et donc autour de ce château, il y avait des dépendances, puisque à l'origine, le jardin botanique, c'était des prairies où il y avait des vaches, encore dans les années 60. Et donc attenant au château, eh bien, la famille disposait d'une chapelle privée qui, au moment de la création du jardin, eh bien, la chapelle a été intégrée dans les espaces. Donc elle était malheureusement fermée, parce qu'elle avait été, il y a des squatteurs qui avaient mis le feu dedans. Mais depuis l'année dernière, donc le public, et ça n'était jamais arrivé, eh bien, peut à nouveau voir l'intérieur de la chapelle. Et puis surtout l'extérieur aussi qui nous interpelle. J'imagine que c'est un précisément de ces 19 espaces ici présents dans ce jardin botanique de Nancy, Frédéric Potts. Alors c'est un espace qui est très très beau, notamment au mois de juin. C'est ce qu'on appelle le jardin alpin, ou alpinum ou rocaille, jardin de rocaille, où sont présentées eh bien, des plantes de montagne des 5 continents, les montagnes de l'Himalaya, du Japon, d'Australie, de la Cordillère des Andes, des Vosges, du Jura, des Alpes, etc. etc. Est-ce que le risque, Frédéric Potts, ça pourrait être que finalement nos concitoyens se disent, bon, on a ici 19 espaces, on est bien sûr à l'extérieur, on verra tout à l'heure les serres, mais on se dit, bon, allez, on a un peu comme dans l'Arche de Noé, quoi, voilà. Un jardin botanique, c'est l'Arche de Noé, on a un exemplaire ou deux on avait 12 000 végétaux, évidemment, c'est loin d'être la biodiversité mondiale, mais on se dit, voilà, on a un exemplaire de chaque, c'est bien, on les a conservés ici, on peut tout détruire autour. Mais non, puisqu'en fait, si vous voulez, c'est pour faire un parallèle avec quelque chose qui va parler, c'est l'être humain. C'est comme si on disait l'être humain est menacé, et un peu comme sur l'Arche de Noé, on choisissait un couple, et que ces couples-là étaient les représentants de l'espèce humaine. Bien entendu, ils ne représentent qu'une toute petite partie de la diversité qu'il existe au sein d'une espèce. Et nous, quand on cultive, par exemple, 2 représentants, 2 individus d'une espèce, eh bien, on n'a pas l'ensemble de la diversité morphologique et génétique de cette espèce. Donc nous, c'est un échantillonnage de la diversité mondiale. Que vous présentez ici au public, c'est la vocation des jardins botaniques. Exactement, c'est un des éléments. Nous, compte tenu qu'on travaille sur du vivant et que l'entretien du vivant, c'est très complexe, parce que chaque plante a ses exigences, donc on a des équipes très importantes de jardiniers en extérieur et en serre, des équipes très spécialisées, puisqu'il faut vraiment des années et des années avant de former un spécialiste des cactus, un spécialiste des roses, un spécialiste des arbres. Eh bien, effectivement, on n'a qu'un petit échantillonnage de cette diversité, et il faut qu'on trouve pour chacune de nos plantes pourquoi on a installé cette plante-là dans le jardin. Soit c'est pour la recherche, soit c'est pour la pédagogie, soit c'est une plante rare et elle aide à la conservation. Quel est l'espace, ou peut-être l'espèce que vous préférez, ou peut-être dont vous êtes le plus fier ici au Jardin botanique, Jean-Marie Pelt, Frédéric Potts? On a des collections qui sont vraiment d'envergure internationale, donc il y en a 5 qui sont labellisées par ce qu'on appelle le Conservatoire des collections végétales spécialisées. Donc c'est la collection de plantes carnivores, c'est la collection des obtenteurs lorrains. Qui interpelle toujours les plantes carnivores, bien sûr. Alors oui, c'est une collection qui attire notamment les enfants beaucoup, mais elle est très importante en termes de recherche, parce que c'est des plantes qui sont souvent rares dans le milieu naturel, et on a souvent très peu de données sur leur biologie, et le fait de les cultiver en jardin, ça nous permet vraiment de mieux comprendre leur mode de vie, leur mode de reproduction et leur mode de croissance. On a également une collection de fougères tropicales, qui est d'importance nationale, et puis une collection de plantes, alors ça c'est un peu technique, c'est des plantes qu'on appelle myrmécophiles, c'est-à-dire des plantes qui vivent avec les fourmis. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann
wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird Changement total d'atmosphère et d'environnement. On est toujours ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt avec vous, Frédéric Potts, vous en êtes le directeur et vous nous avez emmenés en l'espace de quelques dizaines de mètres de l'extérieur à Madagascar. Effectivement, on cultive des plantes du monde entier. Donc quand on introduit sous forme de graines ou de plantes vivantes des plantes des régions tempérées, eh bien on va les confier à des jardiniers et des équipes de l'extérieur. Et dès qu'on commence à parler de pays d'origine tropicale, le Brésil, le Congo, Madagascar ou autres, eh bien on confie les plantes à des équipes de serres. Et au sein des serres, eh bien, si la plante est de climat humide ou de climat sec, de climat presque tempéré ou alors tropical humide, eh bien, on va choisir les espaces les plus adaptés pour cultiver toutes ces espèces. Combien de serres ici aujourd'hui sont visitables au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, Frédéric Potts? Alors il y a 5 espaces avec 5 thématiques différentes. Et puis on a une dizaine de serres fermées au public qui sont les serres de collection et dédiées à la recherche scientifique. Évidemment, là encore, chaque plante, chaque cactus, puisque ce sont essentiellement des cactés, ont leurs petites étiquettes avec le nom scientifique, le nom latin. Est-ce que c'est cette approche très spécifique, très scientifique, est-ce qu'il y a des gens qui, dans ce jardin botanique Jean-Marie Pelt, Frédéric Potts, vous les voyez en train de lire, en train de prendre des notes, c'est quand même assez aride, sans mauvais jeu de mots. Alors on a différents publics. On a les gens qui viennent vraiment voir telle espèce et telle espèce. Alors là, la règle internationale dit qu'on est obligé de mettre les noms dans un format très scientifique. Voilà, donc ça c'est la règle. Alors c'est vrai que ça peut rebuter un petit peu, mais c'est indispensable si on veut tenir une certaine rigueur scientifique. Mais en même temps, et ça c'est des choses qu'on fait maintenant dans presque tous les secteurs, eh bien on met des panneaux explicatifs pour le grand public, pour vulgariser, pour rendre plus simple que sont les plantes succulentes, comment on les cultive, comment cultiver des orchidées, d'où viennent les palmiers, etc. Donc on a de la signalétique très spécialisée, mais on a également beaucoup de choses, et c'est pour ça que le jardin devient de plus en plus ouvert à tous les publics, et notamment les publics familiaux. Précisément, les enfants, alors là, par exemple, derrière vous, Frédéric Potts, on voit un petit panonceau Dumbo. Alors c'est un petit panneau indiqué le dessin ci-dessus devrait t'aider à me retrouver dans cette serre. Aurais-je pris racine? Expliquez-nous. Effectivement, on a un petit peu comme je vous le disais, on accueille tous les publics, les spécialistes, les gens qui s'intéressent au jardin, les gens qui s'intéressent à l'écologie,
Il y a même des gens qui voyagent et qui, avant de voyager, avant de partir dans un pays, viennent voir les plantes au jardin qu'ils vont découvrir sur place. Et puis on a des activités spécifiques pour les enfants. Hein, les enfants sont d'excellents prescripteurs. Hein, qu'est-ce qu'on fait samedi, qu'est-ce qu'on fait dimanche? Et les enfants disent, bah tiens, pourquoi on n'irait pas faire un jeu au jardin botanique? Pourquoi on n'irait pas s'amuser à découvrir les plantes? Et donc on a créé dans de nombreux secteurs des jeux pour les enfants et pour les familles. C'est-à-dire que les enfants, on leur distribue des cartes et ils peuvent jouer, et les parents ont les réponses derrière. Donc ça fait partie des missions des jardins et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. C'est vraiment proposer des produits, des activités, depuis les jeunes publics jusqu'aux spécialistes. Vous avez des concurrents importants à l'égard des enfants, je pense bien sûr aux jeux vidéo. Oui, alors bien entendu, le temps dont on dispose, tout un chacun est limité. Eh bien, on considère que c'est à nous de faire les efforts. C'est-à-dire que c'est à nous d'être le plus attractif, d'être le plus ludique. Et effectivement, c'est à nous de faire en sorte que notre discipline, les formes des végétaux, les climats du monde, les paysages, c'est à nous de trouver les moyens de les rendre accessibles. Et c'est tous les efforts qu'on fait vis-à-vis de tous ces publics. On continue le voyage, on était ici dans les milieux plutôt arides avec toutes les formes de cactus. On change de serre, Frédéric Potts, où va-t-on ? Eh bien là, on était dans une serre où il fait à peu près une dizaine de degrés pendant l'hiver et qui est relativement sèche. Et là, au contraire, on va aller dans une serre beaucoup plus chaude. C'est 20 degrés pendant l'hiver et un taux d'humidité beaucoup plus important. Donc là, on va passer des déserts, par exemple du Mexique, de Madagascar, de l'Afrique du Sud ou d'Australie. Et là, on va partir dans les milieux équatoriaux, c'est-à-dire le Gabon, Sumatra, le Brésil, la Guyane. C'est finalement beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant qu'un jeu vidéo, non ? Ah, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est vivant. Donc l'interface, la rencontre entre deux êtres vivants différents, c'est quelque chose d'absolument magique. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous venons de changer à la fois de serre, mais aussi totalement d'environnement. On est là dans un milieu très chaud, très humide. On est où précisément, Frédéric Potts ? Eh bien, on est dans une forêt tropicale humide, avec des fougères géantes, avec des palmiers, avec des orchidées, avec des fougères et un taux d'humidité très élevé. Ah ben, on arrose plusieurs fois par jour, il y a du brouillard qui est également émis. Le but de cette serre, c'est vraiment de recréer l'ambiance lorsqu'on déambule dans des forêts équatoriales. C'est un véritable enjeu pour vous, un véritable défi, Frédéric Potts, en qualité de directeur des jardins botaniques ici sur Nancy. On le rappelle, vous êtes également directeur du jardin du Chiclée, qu'on ira voir très prochainement. C'est un défi parce que le végétal, c'est la base du vivant sur la planète. Et puis les gens ne sont pas forcément intéressés, passionnés, préfèrent peut-être, je ne sais pas si vous êtes amateur de foot, moi pas, mais préfèrent peut-être regarder un match de foot plutôt que de découvrir ici ce jardin extraordinaire. Comment vous faites ? Alors on a effectivement le temps du loisir, la proposition est extrêmement vaste. Hein. Les possibilités de loisirs sont très importantes. Dans le domaine de la nature, il y a les promenades, bien entendu, dans les milieux naturels, ou alors il y a les jardins, ou en tout cas les espaces un peu artificiels. Et ceux qui attirent le plus de visiteurs, c'est les zoos, hein, où effectivement on peut voir des animaux. Et ça, c'est quelque chose qui, du fait du mouvement, de tout un tas de raisons, est beaucoup plus intéressant et attractif, en tout cas au premier abord, que les végétaux. Et nous, effectivement... Plus critiquable aussi sur la démarche. Ah, après, c'est pas du tout la même... c'est une autre approche, mais en tout cas, en termes d'attractivité, quand vous prenez la fréquentation des grands parcs zoologiques de Lorraine par rapport à un secteur comme le nôtre, eh bien, on est très très loin du compte. Hein. On a beaucoup moins de visiteurs qu'eux. Par contre, il y a l'éthique effectivement des animaux mis dans des cages. Nous, on a ces végétaux. Alors, ils n'ont pas la même sensibilité émotionnelle et autres, bien entendu. Quoique les choses peut-être pourraient commencer à changer. Mais il y a un côté statique, et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour nous de nous rendre attractifs, parce que les végétaux, en plus, ils ont souvent des périodes de floraison assez courtes. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez attractif, mais ça ne dure que quelques semaines. Donc, effectivement, entre
découvrir la nature animale et la nature et la diversité végétale, eh bien très clairement, on a des gros efforts à faire pour se rendre vraiment attractif. Avec parmi ces efforts des projets de réalité augmentée. Alors effectivement, l'ensemble des serres ont pour vocation d'aborder le thème de la relation plantes-animaux. Alors les relations plantes-animaux, elles sont extrêmement variées. Par exemple, les cactus, certains cactus du Mexique, eh bien, sont pollinisés par des chauves-souris. Des singes à Madagascar, les propithèques pour être exact, eh bien, ont une relation particulière avec leurs plantes succulentes, etc. Les cacaoyers, par exemple, sont pollinisés par des fourmis. Et donc, effectivement, on est en train de créer un jeu où les gens vont pouvoir, via leur smartphone ou leur tablette, eh bien, pouvoir voir apparaître des animaux au milieu des plantes tropicales. Ça va être des singes, des fourmis, des papillons, ça va être le dodo, le fameux dodo. Qui a disparu. Eh bien, ici, dans cette serre tropicale, on a des plantes extrêmement rares de l'île Maurice. Eh bien, les gens pourront voir déambuler un dodo au milieu des plantes de l'île de l'île Maurice. Peut-être que là aussi, la nécessité de sensibiliser vos visiteurs à la nécessité de préserver la nature plutôt que d'avoir un jour devoir la reconstituer virtuellement. Eh bien, nous, notre but, c'est bien entendu d'attirer l'attention et de sensibiliser sur le végétal, mais on a cette attractivité via la relation avec les animaux, et on va utiliser ce biais pour... Le but, c'est bien entendu de jouer, donc il y a un caractère ludique, et les gens vont pouvoir aller polliniser eux-mêmes leurs cacaoyers, vont pouvoir être le singe qui va se promener dans les canopées des plantes succulentes. Donc il va y avoir un vrai côté ludique, mais en même temps, à chaque fois, il y a une finalité pédagogique. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux gens, eh bien, lorsque vous serez le colibri au Brésil qui va s'envoler, eh bien, on vous expliquera qu'il faut prendre du grain de pollen, que vous allez l'avoir au bout du bec de votre oiseau-mouche, et qu'à la fin du jeu, vous aurez pollinisé et il y aura production d'un fruit. Donc derrière le côté ludique et la réalité augmentée, eh bien, effectivement, il y aura un vrai message de pédagogie. Moi j'ai planté légumes toujours pas poussés. Moi j'ai planté agrumes toujours pas poussés. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres. Concombre ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre. À l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté manioc. Manioc toujours pas poussé. Toujours pas poussé. Alors moi j'ai planté tapioc. Tapioc toujours pas poussé. Toujours pas poussé. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des nanas. L'ananas ça pousse pas. J'ai tout essayé, le tabac, les grenades. Grenades ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des fleurs et les
Frédéric Potts, comment devient-on directeur des jardins botaniques de la métropole du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine, dont fait partie le jardin botanique de Jean-Marie Pelt, ici à Nancy, où nous sommes? Un poste comme le mien, il faut plusieurs aptitudes. La première, elle est purement administrative, parce que ça représente quand même une grande partie de l'activité. Gestion des équipes, gestion financière, gestion des projets. Combien de personnes précisément ici au Jardin botanique? Entre les postes statutaires, les stagiaires, les saisonniers, les apprentis, etc., le Chitelet et le jardin Jean-Marie Pelt, c'est à peu près une 60aine de personnes. Oui, c'est une entreprise, donc il faut des qualités managériales. Donc il faut premièrement des qualités managériales. On a beaucoup d'activités qui sont scientifiques. Donc il faut, si possible, un diplôme universitaire en écologie ou en biologie pour comprendre et pour pouvoir de quoi ça parle lorsqu'on reçoit des chercheurs ou des gens de l'extérieur. Et puis on est sur le domaine du jardin, donc il faut maîtriser les techniques de culture des plantes tropicales, des plantes de montagne, des arbres, des roses, etc., etc. Donc il faut à la fois un côté managérial, un côté science et un côté horticole. Et puis comme on a la fibre et pour vocation de faire de la sensibilisation, eh bien on a une activité communication, marketing, boutique et autres, pour créer des événements qui vont permettre de faire venir le maximum de public. Et comment devient-on ce surhomme pour être directeur d'un jardin botanique, Frédéric Potts? J'ai été élève à Courcelles-Chaussy pendant 3 ans, ensuite 2 ans en Alsace, à Minsenheim, et j'ai enseigné l'horticulture pendant 4 ans à Courcelles-Chaussy. Donc votre porte d'entrée, c'est l'horticulture? Ma porte d'entrée, effectivement, ça a été l'horticulture, oui. J'ai dû, à la fin de la 5e, m'orienter vers une formation professionnelle. Et pourquoi ce choix d'horticulture? Le choix d'horticulture, vaste question. J'étais un peu hyperactif, donc on m'a dit on va vous mettre dans les jardins, ça va vous détendre. On est dans votre bureau, Frédéric Potts, ici au Jardin botanique. Si vous voulez répondre, c'est le moment. Non, c'est bon, ça va aller. Après l'horticulture, l'enseignement, et après ce parcours d'horticulteur, Frédéric Potts, vous devenez quoi? Eh ben, j'ai fait une thèse à Metz en écologie sur les pelouses calcaires, les pelouses à orchidées. Et puis j'ai travaillé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à côté de Monaco pendant 2 ans, dans le plus grand jardin privé d'Europe. Ensuite, j'ai travaillé 15 ans au Parc de la Tête d'Or, où j'étais directeur du jardin botanique, à Lyon, tout à fait. Et puis j'ai beaucoup voyagé dans à peu près 80 pays du monde, à la fois des zones tempérées, des zones tropicales, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Australie. Ça, c'était en lien avec votre fonction de directeur du Les Parc deux, de la Tête c'était d'Or. à la fois, c'est des métiers passion, hein, que ce soit des jardiniers, les médiateurs et l'ensemble de l'équipe, on a tous la fibre et on adore notre métier. On a vraiment des métiers passion. Et la plupart d'entre nous, et moi j'en fais partie aussi, c'est à la fois sur le temps du travail et en même temps sur l'activité personnelle. Décidément, mais c'est normal, c'est un bureau de directeur. Frédéric Potts, vous aviez conscience, et d'abord vous avez conscience aujourd'hui de faire un métier extraordinaire, et est-ce que vous aviez imaginé ce parcours-là lorsque, hyperactif, on vous lâchait dans les jardins? Ce dont j'avais conscience, c'est que j'avais besoin de donner du sens à mon activité et à ce que je faisais. Donc j'ai la chance aujourd'hui de participer à la formation, l'éducation, la sensibilisation des publics. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. De par mon doctorat, j'ai toujours été curieux de comprendre, et on a effectivement cette activité de recherche, donc ça, c'est quelque chose qui correspond également à mes aspirations. Et puis, ayant beaucoup voyagé, ayant vu malheureusement beaucoup de milieux naturels se dégrader, de savoir qu'un jardin botanique comme le nôtre participe à sauver un petit bout de la nature, eh bien, c'est également des choses qui me tiennent à cœur. Donc, par rapport à mes aspirations personnelles et l'activité que j'ai, eh bien, il y a une très bonne congruence entre mes ressentis et aspirations et le métier qui est le mien. Et vous l'aviez imaginé au départ, quand vous étiez encore étudiant ou peut-être même élève? Non, j'ai très vite été passionné par cette activité. Et le monde du végétal, c'est juste un monde fantastique. Le nombre de plantes à travers le monde, l'histoire de l'introduction, de
la diversité, des climats, de la géologie, etc. Donc c'est extrêmement vaste et je vais faire toute ma vie là-dedans et je ne serai à la fin que quelques pourcentages des richesses du monde naturel. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Frédéric Potts, quand on est comme vous, directeur des jardins botaniques, notamment celui Jean-Marie Pelt ici à Nancy, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? On est les deux, c'est-à-dire qu'on est coup de cœur lorsque, par exemple, la semaine dernière, on découvre que dans nos collections, on a une plante de Madagascar dont on a ici un des pieds les plus intéressants au monde par rapport à une nouvelle publication qui vient d'être faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, vous découvrez des choses dans vos propres collections? Il y a une plante en fait qui était un peu mystérieuse. Personne ne savait exactement comment elle était arrivée dans un certain nombre de jardins du monde, des jardins américains, européens et asiatiques. Et on a participé à une étude génétique. Et en fait, on s'est rendu compte que l'individu qui était cultivé à Nancy, eh bien en fait, était finalement un des plus intéressants du monde. Et ça a été découvert la semaine dernière. Donc ça, c'est un très beau coup de cœur. Un second coup de cœur, c'est que comme on est très implanté dans le territoire lorrain, eh bien, on a ouvert une très belle expo en lien avec la lutherie de Mirecourt, où on raconte l'histoire du bois, de la fabrication des violons et des archers. Et donc c'est un vrai coup de cœur de voir qu'on peut faire le pont entre une discipline artistique et une activité artisanale, et puis le monde du végétal. Mirecourt aussi, où on a longtemps fabriqué effectivement les plus beaux et les plus grands violons du monde entier. Eh bien effectivement, on a travaillé avec eux et ils ont eu la gentillesse de nous mettre à disposition une partie de leur collection. Et c'est le thème des 2 prochains mois dans nos espaces muséographiques. Le public peut venir visiter une belle mise en scène sur le thème de la lutherie et de l'archerie. Coup de cœur et coup de gueule. Coup de gueule. Vous êtes de nature coup de gueule ou vous êtes plutôt de nature coup de cœur? Je suis pas très optimiste par nature, donc je suis globalement assez résigné par rapport à ce que j'observe dans les milieux naturels et dans le gaspillage de la société, la consommation, la superficialité, tout un tas de choses. Donc des coups de gueule, il y en aurait tous les matins, quand j'écoute la radio, bien entendu. Alors comment vous faites justement pour gérer à la fois cette posture que l'on peut comprendre, pas négative, mais en tout cas pessimiste, et puis votre mission précisément un peu de capitaine de l'Arche de Noé, du Jardin botanique Jean-Marie Pelt? J'essaye à travers l'énergie et le temps dont je dispose, et puis la confiance que m'ont donné le président de l'université et le président de la métropole, et les moyens humains et financiers qu'on nous donne, eh bien d'aider à faire avancer un peu les choses dans la préservation, la connaissance. Mais je vais poser ma question de façon un peu brutale. Vous y croyez? Je suis assez peu optimiste quand même, que ce soit à l'échelle de la Lorraine sur les milieux naturels ou de la France ou l'échelle mondiale, les défis à relever sont absolument considérables. Et c'est vrai qu'on est un peu des arches de Noé, les jardins botaniques, où on essaye de faire de notre mieux, mais c'est quand même David contre Goliath. C'est quoi? C'est une course contre la montre aujourd'hui engagée entre précisément ceux qui pensent encore que la planète peut être sauvée et dans toute sa biodiversité, et puis ceux qui finalement, pour faire court, n'en ont rien à ficher et qu'on court à la perte. C'est une course de vitesse. On ne peut pas présager de l'avenir. Ce qui est clair, c'est que à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, on n'a jamais autant parlé de diversité, de protection, de nature menacée, oui. de tout un tas de choses. Il n'y a jamais eu autant de colloques sur comment on peut sauver telle plante, sauver tel animal, des rencontres, des programmes de préservation, des créations de parcs nationaux, de réserves, dans le domaine des plantes, de foires aux plantes, de pépinières spécialisées dans la biodiversité, etc. etc. Donc la démarche est en cours. Est-ce qu'elle suffira à un moment à inverser la tendance globale? Je ne peux pas répondre à ça. Est-ce qu'il n'y a pas une question de moyens aussi, Frédéric Potts? Est-ce que finalement on n'est pas qu'en France, on reste dans une culture un peu, j'allais dire, pompier au sens
palliatif du terme, c'est-à-dire que ceux qui détruisent la nature, évidemment, s'enrichissent, et ceux qui tentent de la sauvegarder sont des bénévoles. Alors, évidemment, ce n'est pas votre cas, mais à moyen comparé. Ah ben, très clairement, les moyens mis à disposition pour la sauvegarde de la biodiversité, ils ont le mérite d'exister, mais il faut avoir l'honnêteté d'observer qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux actuels, soit sur le climat, sur les milieux naturels, sur les polluants ou autres. On n'est pas du tout dans l'échelle qu'il faudrait. Merci Frédéric Potts pour votre accueil. Merci Eric. Je rappelle que vous êtes le directeur des jardins botaniques de la métropole du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine, qui regroupe le jardin d'altitude du Haut-Châtelet dans les Vosges et le jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, où nous étions aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez ces jardins, découvrir les nombreuses animations pour les grands et les petits, les expositions et conférences, rendez-vous sur www.jardinbotaniquedenancy.eu. Vous avez pu écouter dans l'ordre Le Jardin extraordinaire, une chanson écrite par Charles Trenet en 1957, ici dans un arrangement et une interprétation auto a cappella à 8 voix par Brice Léger. Sag mir, wo die Blumen sind, dis-moi où sont les fleurs, adapté par Max Kolpe de l'original composé par Pete Seeger en 1955, sous le titre Where Have All the Flowers Gone, où sont passées toutes les fleurs, interprété ici par Marlène Dietrich pour dénoncer la guerre froide, sortie en 45 tours en 1962. Et enfin Plantation par le groupe mauricien Cana, sorti en single en 2002. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.